Oui, comment ça va? Hey, ça va bien, man. Content d'être là. C'est un bel épisode qu'on Ouais, a hein? eu. Ouais, c'était cool, ouais. Vraiment. Fait que c'est ça, pour vous jaser un peu de l'épisode qu'on vient de tourner, là, très intéressante. On était avec Paul Caplette, qui est donc finalement agriculteur et copropriétaire de Céréales Bellevue Inc. Et Alessandro Breda, agronome et conseiller à la formation continue à l'ITAQ. C'était vraiment cool parce que justement, c'est le fun d'avoir les deux ensemble. On a justement Paul qui est agriculteur depuis, je pense qu'il est nommé, plus de 40 ans, tu sais. Puis c'est un gars super passionné. Là, on sentait la fougue Ah encore ouais, pour vraiment. vrai, man. C'était impressionnant, il était inspirant à voir. Puis justement, c'est comme, tu sais, ce gars-là, étant conventionnel, fait des céréales, mais a incorporé tellement de belles pratiques pour favoriser la biodiversité. Fait que ça fait le pont aussi justement avec Alessandro. On parle beaucoup des formations, de ce que ça peut apporter justement aux agriculteurs, aux agricultrices. Formation continue. La là. formation continue, Ouais. exactement, tu sais, de pouvoir se spécialiser sur certains domaines quand on est prêt à faire ce pas-là. Puis de comprendre un peu le rôle, justement, de l'écosystème, des services écosystémiques Mhm. dans un environnement qui a été comme bien géré, qui a été fait avec attention, avec soin. On parle aussi des compétences comme agriculteur, hein, quand on est agricultrice, quand on se met à observer le territoire, à voir et à comprendre, dans le fond, comment tout ça peut interagir ensemble. Puis avec Alessandro, justement, on a jasé, man, de tous les types de formations qu'il peut avoir. On a fait un peu l'histoire, grosso modo, tu sais, de l'ITAQ pour comprendre c'est quoi cet institut-là, puis c'est quoi le rôle qu'il a continué d'occuper auprès des agriculteurs et agricultrices de demain. Tu sais. Passionnant. Bonne écoute. Yes, bonne écoute. On aimerait remercier notre commanditaire principal de notre saison 5, Tessier, fabricant de serre et allié de choix des maraîchers et sériculteurs. Tessier, c'est fabriqué ici même au Québec. C'est des structures de première qualité. Donc, joignez-vous au mouvement. Cultivez Tessier, vous aussi. Une production Origine. Hey, bienvenue, merci d'être ici en ce moment pour ce nouvel épisode du balado Les idées ridicules. Donc, on a avec nous Alessandro, yes, et Paul. Donc, merci d'être là, enchanté. C'est un plaisir de pouvoir discuter avec vous. Ouais. Puis, moi, sans plus attendre, j'aimerais ça aller vers toi, Paul. Puis, j'aimerais ça, dans le fond, tu sais, présenter un peu le fait que tu es un agriculteur, tu as une ferme que tu opères depuis quand même un petit bout. Puis toi aussi, tu es passé à l'ITAQ en soi. J'aimerais ça que tu nous parles un peu là, de ton passage à l'ITAQ. Comment ça t'a marqué aussi dans ton rôle, dans ton métier d'agriculteur, tu sais? Oui, mais c'est ça, je suis passé à l'ITAQ. Moi, je suis rentré en 80, en 1980, Wow. ça ne me rajeunit pas. Fait que je suis parti, ça fait pratiquement 45 ans que je peux dire que je suis agriculteur à plein Wow. temps. Fait Yes. que, yes, à l'époque, c'était un cours qui se donnait sur 2 ans, parce que le Ok. stage d'été comptait. Mais c'était vraiment un endroit, pour nous, chez nous, on avait une ferme. Moi et mon frère, on a commencé sa ferme très jeune parce que mon père est décédé, on avait 13-14 ans. Fait que ce qui veut dire que quand on a fait nos formations académiques au niveau secondaire, moi, j'avais spoté l'ITAQ, puis je disais, moi, il faut que j'aille apprendre C'est là que l'agriculture. ouais. Puis j'avais quand même, parce que ça prenait chimie, Ah ouais, c'est ça, chimie c'est secondaire 5, Ah maths, ouais, etc., oui. anglais Ben oui. réussi, etc. Puis je m'étais dit, hey, là, moi, c'est là que je m'en vais. Fait que pour moi, c'était l'objectif de me rendre là, de me dire. Wow. Puis j'ai pas été déçu, là. Quand je suis arrivé là, puis regarde, on était comme dans le temps c'était contingenté. Fait qu'il y avait comme 200 inscriptions. Il en prenait 95. Wow. Puis j'ai été capable de passer dans les 95 premiers. Yes. Puis après ça, c'était vraiment. Par après, je l'ai réalisé, mais au début, tu envales tout, tu es comme une éponge, hein, t'apprends toutes sortes de bases, les bases de la phytoprotection, etc. Les plantes, Ben oui. c'est élargi. Ouais. Mais quand je suis sorti de l'ITAQ après, puis que je suis arrivé sur la ferme, c'est là que j'ai réalisé que l'ITAQ, j'ai tout le temps dit ça, m'avait appris à apprendre à apprendre. Parce que ben oui. tu sais, les gens Ouais. de l'extérieur pensent que les agriculteurs on fait toujours un peu la même affaire. Ben oui. Mais l'agriculture a tellement évolué. Tu sais, Ouais. tantôt, quand on va parler du cheminement de la ferme un peu, mais j'ai jamais arrêté de retourner à l'ITAQ pour refaire des formations en continu. Même Wow. à l'époque, avant qu'Alessandro soit là, il n'était pas là à l'époque. Mais je retournais tout le temps parce que la capacité d'un jeune agriculteur, des capacités académiques ou de compétences à maîtriser, Ouais. c'est tellement large Ouais, c'est ça. que dans ta formation, tu as comme un C'est un éventail, survol, survol, ouais. puis après ça, dépendamment de ta réalité sur ta ferme, Ouais. dans quel
secteur T, Ouais. tu as besoin après ça de revenir vers des formations qui vont C'est ça, pour t'emmener affiner. encore plus loin. Ben, Ouais. je trouve ça intéressant aussi que tu en parles, tu sais, où ce que, au final, tu sais, oui, il y a la notion, tu sais, d'apprentissage, d'avoir vraiment des trucs techniques, tu sais, que tu continues d'apprendre puis de valider, de mettre à jour. Mais dans le fond aussi, ce que tu dis que je trouvais fort de, tu sais, apprendre à apprendre, c'est de garder la curiosité, dans le fond, vivante, tu sais, de savoir attiser ça pour continuer à être intéressé, comme tu dis, à apprendre des nouvelles techniques, à se mettre à jour. Fait que, ouais, c'est vraiment intéressant. Ouais. Puis pour juste mettre un peu plus de couleur aussi sur ton histoire, tu disais que là, toi, c'était avec ton frère. Dans le fond, Ouais. c'est la ferme familiale. C'est ça, la ferme Ouais. familiale. Ma mère qui est encore là sur la ferme aujourd'hui, à Wow, 85 ans, Incroyable. sur la comptabilité informatisée. Là, ce Ah gars. ouais. Ah ouais. Yes. Puis moi et mon frère, ben, on est partenaires depuis qu'on est né. Fait Wow. qu'on a tout le temps travaillé ensemble. On est encore Ouais. ensemble. Ça se passe bien. Oui, ça se Ouais. passe bien. Là, on est à l'étape où est-ce que je jasais justement avec Alessandro. Ouais. Ben, on arrive à 62 ans. On Ouais. veut pas laisser l'agriculture, mais on est en train de penser à comment on va transférer. Qu'est-ce qu'on... Oui. Pas notre après-agriculteur, mais la façon qu'on veut, Ouais, qu'on le- veut finir notre carrière au Ouais, niveau de la oui. ferme. Là, parce Ben que oui, c'est une grande ferme étape, ça. familiale, c'est comme l'histoire de la vie Ben oui. des agriculteurs et agricultrices qui sont sur la ferme. Souvent, c'est pour ça que, justement, Ouais. quand on parlait, moi, pas Alessandro, c'est pour ça que des fois, on a de la difficulté à laisser aller parce que C'est sûr, c'est c'est l'héritage. comme notre façon de vivre. Ben, c'est notre façon de vivre. oui, Ouais, c'est c'est Une ça, manière ben de oui. vivre être agriculteur. Ben oui, c'est clair. Puis ton frère s'appelle comment? Pierre, ça s'appelle Pierre. Ouais. Un peu. On salue On Pierre. salue Pierre. Yes. Pierre et Paul, c'est ça. Pierre et Paul. Puis, ouais, ben c'est intéressant aussi que tu en parles quand même. Tu sais, au final, clairement, ça doit être difficile. Ça doit être quasiment comme laisser une partie de soi-même, dans le fond, en legs à quelqu'un que tu sais, tu fais confiance. Tu es comme, OK, tu sais, vas-y. Puis, Ouais, ben c'est un peu comme... tu sais, on a vraiment monté une ferme dans les années qui est vraiment innovatrice, puis au niveau agro-environnemental assez bien équilibré. Ouais. Mais on a encore des objectifs d'amélioration. Fait qu'on se dit, bon, ben, ce qu'on va laisser au suivant, tu sais, on parlait de carboneutralité, tu sais, on fait partie des leaders là-dedans. On a commencé en 2006, puis tu sais, on avance vers ça, puis on se dit, bon, ben, peut-être qu'on pourrait faire partie de ceux qui peuvent réussir à faire ma grande culture, c'est un petit peu plus facile, mais on pourrait peut-être espérer être carboneutre là, d'ici la fin de notre incroyable, carrière, ouais. mettons. wow. fou. Mettons, Incroyable. en exemple, là, ce qu'on Ouais. est rendu, on a déjà 40% de réduction de fait. Ce que Wow. le gouvernement espère pour 2030, mais nous autres, on Ouais, l'a fait. c'est Ça a déjà- fait. Mais fait que incroyable, hein? c'est pour ça, tu sais, quand je dis changement, innovation, formation, ben, ça nous a emmené tout le temps à être curieux. Puis ça, tout à l'heure, tu parlais de curiosité, on l'a tout le temps gardé. Fait qu'on Oui. a tout le temps avancé. La chose qu'il faut mettre en évidence aussi, c'est pas juste une question de curiosité, mais capacité de mise en discussion. Parce que pour apprendre, il faut quand même se mettre en discussion. Ouais. Si Ouais. tu pars avec l'idée que tu fais toujours la bonne chose et Ouais. tu te questionnes jamais, ben, tu iras jamais à te poser des questions, puis tu iras jamais à voir s'il y a d'autres moyens ou à suivre des formations pour voir justement. Ouais. Je pense, pas parce qu'on est là, mais je pense que Paul, il démontre beaucoup d'intelligence, pas juste parce qu'il est curieux, mais parce qu'il a une grande capacité aussi de mise en discussion. Ouais. Il faut penser aussi que quelqu'un, normalement, plus on vieillit, plus on a tendance à rester conservateur un peu, puis quand on regarde lui, c'est comme le contraire. Ouais, c'est ça. Plus on évolue, et quand c'est comme le vin. Plus il vieillit, ouais, plus il est bon. plus non? il est Mais bon, ouais, c'est ça. C'est la même chose. Ça va Plus je pour sors Paul. mes atouts. Mes Oui, atouts. oui, c'est ça. C'est ça. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est un... Je me rappelle, j'avais dit à mon frère, à un moment donné, tu sais, quand tu pars une ferme, t'as des obligations financière, il faut que la ferme opère puis qu'elle soit financièrement rentable pour que tu sois capable d'en vivre. Puis à un moment donné, tu sais, on entendait de nos chums qui prenaient leur retraite à 55, 57 ans, parce qu'ils se disaient, ben moi, j'en ai assez fait dans mon métier, je m'en vais dans d'autres choses. Puis nous autres, on était dans l'étape où est-ce qu'on se disait, ben peut-être un peu avant ça, mais à partir de 50 ans, on se disait, le RAF est fait, là, on peut dire aux gérants de banque, gars, c'est ça le projet, puis Ouais, c'est Et voilà. ça se clenche. Ouais. Ce qu'on ne pouvait pas toujours faire quand on était Ben plus oui. jeune, parce que là, on va, c'est pas sûr. c'est ça. Fait C'est ça, que les tu peux- mensualités. Tu hein, peux tout le laisser temps, aller ton ouais. imagination au niveau agriculture pour pousser la ferme. C'est ça Wow. qui a fait que la dernière accélération des 15-20 dernières années, là, on avait, moi je dis tout le temps le champ libre, on avait plus de contraintes économiques. Oui, on ne Ouais, pas de quoi toujours, qui est pas financièrement payant. Viable, ouais, c'est ça. Mais on avait plus de, de compétences, Ouais. plus de D'expérience savoir-faire, aussi. d'expérience. Ouais. Fait que là, on est capable
de gérer ça dans un contexte sécuritaire, puis de maîtriser la technique nouvelle, la nouvelle culture, etc. C'est ça qui nous allume, c'est ça qui est le fun. C'est pour ça qu'on veut rester en agriculture, parce qu'on fait tout le temps de quoi de nouveau. C'était pas monotone, c'est pas sur une chaîne de montage, tu sais, tout le temps. Puis là, avec les changements climatiques, là, tout ça bouleverse ce qu'on a appris. Fait que on est encore obligé d'être plus flexible, plus planificateur, etc. Fait que tout ça finit par arriver à mon terme du départ. On a tout le temps appris à apprendre, puis on continue, puis c'est ça qui nous garde en vie, puis motivé. Oui, c'est ça, hyper stimulant, mais force à toi, parce que comme Alessandro l'a nommé, se mettre dans un contexte d'apprentissage comme continuel, ça demande en même temps une grande humilité, hein, parce que c'est ça l'apprentissage, en fond, comme tu dis, c'est la mise en discussion, se mettre dans une position d'humilité pour faire « OK, bon, ben je me remets à réanalyser qu'est-ce que je sais ou qu'est-ce que je pense savoir, puis là, je me mets dans un contexte où je peux apprendre ça. » Fait que bravo, chapeau. Si j'avais un petit chapeau au sport, là, je le ferais. C'est ça. Puis justement, ça serait le fun aussi de mettre un peu de couleur sur ta personne, Alessandro. On aimerait ça, savoir un peu qu'est-ce qui t'a amené à l'ITAQ. Parle-nous un peu de ton parcours. OK. Ben, la question est... est vaste, mais dans le fond, je partirais plus de l'idée... moi, j'ai une formation que c'est un mix entre l'ingénieur forestier et l'agronome en Italie. C'est exactement ça qui m'a amené au Québec il y a 25 ans à faire mon stage professionnel en écologie végétale à l'Université de Chicoutimi. Puis, comment que je pourrais dire? Ma passion, les motivations qui m'ont poussé à étudier ce que j'ai étudié, c'est que j'ai un grand, comment dire... amour, on va dire, envers la nature, envers les espaces verts, ce qui m'a amené à travailler en agronomie dans longtemps. Puis j'aime ça parce qu'on est capable de toucher à la production alimentaire, mais on est capable aussi de toucher à l'aspect environnemental. Alors, on touche aux deux aspects, c'est très important pour moi, ça fait partie comme de mes valeurs. Puis comme parcours, ben moi j'ai travaillé dans toutes sortes de domaines en agriculture, dans l'horticole, dans la production animale, laitière, grande culture, puis conventionnelle et bio aussi. Dans les vins, dans les vigniers? J'ai travaillé dans les vigniers aussi quand j'étais en Italie, oui. Puis ben, moi, j'ai eu la chance de rencontrer Paul il y a 4-5 ans à peu près dans un ancien emploi. Paul il était un des fournisseurs de blé pour la compagnie où j'ai travaillé pour faire de la farine. Puis je suis rentré à l'ITA il y a 3 ans parce que il y a plusieurs raisons. La première, c'est entre autres, moi je n'ai pas étudié au Québec, mais l'ITA, c'est quand même une école ITAQ aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est quand même une école qui a une grosse réputation au Québec. C'est la seule école qui est gérée par le ministère de l'Agriculture. Puis, il y avait aussi tous les défis, parce que quand je suis rentré pour m'occuper de la gestion des champs et des serres. Puis, il y avait tous les défis et éventuellement travailler sur la réduction des pesticides, améliorer nos rotations, améliorer la qualité de nos sols, etc. Puis, c'était un projet très ambitieux. Puis, je pense que pour les presque 3 ans que je l'ai fait, on a quand même bien réussi avec l'équipe qui était en place. Puis depuis un an, ben moi je suis conseiller à la formation continue depuis un an à peu près. Puis le changement a été fait parce que j'ai travaillé longtemps comme conseillère, puis les conseillères plus que, comment je pourrais dire, un des grands jobs des conseillères, c'est essayer de former les producteurs, parce qu'on amène des conseils, mais en même temps, on construit aussi des super belles relations humaines. Entre autres, ici, c'est un exemple. C'est un exemple. Puis, dans le fond de la formation continue, ce qui m'a attiré, c'est le fait d'avoir la possibilité de transférer les connaissances à des producteurs sans avoir nécessairement, comme dire, l'orgueil de dire qu'on est les meilleurs, qu'on donne les meilleures solutions. Pas dans une posture arrogante. C'est ça, mais l'idée de former des gens, de transmettre des informations, recevoir des informations, puis les transférer, ben, ça, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup. Fait que ça complète vraiment bien la mission en soi aussi de l'ITAQ avec sa formation, avec son programme de formation continue. Oui. Parce que c'est vraiment ça qui est le rôle finalement de la formation continue. Justement, peux-tu nous en parler un peu du rôle de la formation continue? Qu'est-ce qu'on retrouve un peu là-dedans?
vraiment... Ouais. Puis même genre aussi des fois, comment dire, le ou les profils des personnes qui s'inscrivent à ça. Est-ce que comme Paul, c'est beaucoup d'agriculteurs, agricultrices? Est-ce que... Oui, ben, je vais faire un portrait parce que la formation continue touche à différents secteurs d'activité. On peut toucher à la transformation alimentaire, on peut toucher à la production animale, production végétale, production céricole, production ornementale. Puis, dans le fond, le rôle de la formation continue, la clientèle cible, c'est plus des gens qui ont déjà fait une formation de type collégial. Okay. Ou de type professionnel. C'est des adultes. Des fois, c'est aussi des gens, je dirais, des fois, pour certaines formations, il y a même des gens communs, pas nécessairement de formation en agriculture, sur des formations, par exemple, sur l'agroécologie ou sur d'autres sujets, il y a des gens... des intérêts. Des madame et monsieur, tout le monde qui participent. Mais dans le fond, le rôle de la formation continue, c'est plus spécialiser les gens sur des secteurs où la formation régulière n'est pas capable. Comme disait Paul tantôt, la formation régulière donne déjà énormément de formations, mais elle ne peut pas être spécialisée, spécifique dans tout. Le rôle de la formation continue, c'est de donner des spécificités qui sont complémentaires à la formation des bases. Puis nous, la façon qu'on fonctionne, c'est que, il faut dire que dans le secteur agricole, l'ITA, depuis 2021, l'ITAQ. Ça, c'est plus facile de dire ITA parce que tout le monde comprend l'ITA, mais le nom de l'école est ITAQ. Puis je vais expliquer aussi la raison. En 2021, dans le fond, l'ITAQ est devenu fonction parapublique. Avant, on était seulement géré par le ministère de l'Agriculture. Aujourd'hui, on est encore financé par le ministère de l'Agriculture, mais on a un conseil d'administration qui gère le fonctionnement de l'école. Puis, quand on revient à la mission de la formation continue, en 2021, le ministère de l'Agriculture nous a mandaté de développer tout ce qui est plan de formation par rapport au plan d'agriculture durable, que vous attendez PAD, ça veut dire plan d'agriculture durable, qui a une durée de 2020 à 2030. Puis, les PAD, les plans d'agriculture durable, touche à 5 objectifs différents, dont la biodiversité, la réduction des pesticides, l'amélioration de la matière organique, l'optimisation de la matière fertilisante. Puis l'objectif primaire pour nous en agriculture, dans le domaine agricole, c'est de mettre en place des formations qui répondent à ce type de besoins-là. Puis ça, c'est pour la partie, mettons, agricole, mais on développe aussi des choses différentes par rapport au plan d'agriculture durable. Tout ce qui est céricole, c'est parce que normalement, c'est des domaines qui viennent de l'industrie. La formation continue normalement en fonction de cette façon-là. On a des objectifs sur des sujets qui sont importants aujourd'hui, mais la plupart des formations sont mises en place sur des domaines qui peuvent venir d'un organisme public, d'une organisation privée. On peut faire des formations en session publique qui sont des formations ouvertes à tout le monde, madame, monsieur, tout le monde, conseillère, producteur agricole, mais on peut faire aussi des formations sur mesure. Il y a une telle compagnie qu'elle arrive à dire, c'est déjà arrivé par exemple avec Agriculture Canada, même avec la financière agricole du Québec. Ils nous ont demandé de monter des formations sur des sujets particuliers pour un groupe de personnes. Nous, on trouve le formateur, on monte un plan de formation, on développe des concepts pédagogiques pour être toujours attrayant et garder l'attention des inscrits. Mais comme je disais, il y a d'autres possibilités. La formation sur mesure sur des demandes spécifiques qui viennent de l'industrie, privé, public, organisation OBNL, etc. Mais on peut avoir aussi des formations de session publique, comme toutes les formations qu'on a mises en place par rapport au plan d'agriculture durable. Fait que c'est ça, dans le fond, c'est vraiment les cours comme plus montés, ou les plans de formation qui sont montés, sont faits vraiment sur demande, comme tu dis, de pour atteindre des objectifs très spécifiques. Parce que si on parle, par exemple, de l'utilisation des GPS, ou on parle, par exemple, de biodiversité... C'est ça, c'est vraiment ancré sur... On veut aller sur quelque chose de spécifique, mais en même temps, l'objectif, c'est pas non plus de dire aux producteurs quoi faire, c'est de permettre aux producteurs de se questionner, de se poser des questions, puis de donner des outils, ou aussi des outils à utiliser, mais aussi des personnes contacts, des personnes ressources, des références pour pouvoir, si la personne
est effectivement intéressé à approfondir, ben, on est capable aussi de transférer... une mise en réseau avec d'autres personnes. Oui, oui. C'est génial, ça. Puis juste pour retracer aussi, parce que là, c'est ça, tu disais, dans le fond, l'ITA a passé à l'ITAQ. Je pense que ça serait bien même qu'on puisse la nommer, là, parce que je pense qu'on l'a comme juste assumé comme ça. Oui. Donc, au niveau de l'ITAQ, ben, c'est l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec. Exact. Puis avant, donc, l'ITA, c'était juste l'Institut en technologie agroalimentaire. Oui, okay, c'est ça. Mais la différence, c'est vraiment d'être passé dans gestion, on était fonction publique. C'est ça. Okay. Le directeur, c'était quelqu'un nommé par les MAPAC, puis c'était quelqu'un présent à l'école. Puis, petit exemple, les ressources humaines, l'ITA était géré par les ressources humaines du MAPAC. Okay, aujourd'hui, l'ITAQ à son département des ressources humaines, puis à son département du marketing, à son département de la paie, puis, mais on est toujours financé par le ministère de l'Agriculture. On est la seule institution de niveau collégial. On n'est pas un cégep, mais on est une institution de niveau collégial qui est financée par les MAPAC. On n'est pas financé par le ministère de l'Éducation supérieure. Puis c'est une particularité. Puis il faut dire aussi qu'on a deux campus. On a Saint-Hyacinthe, puis on a à la Pocatière. Puis l'école, elle existe depuis 1960. Laquelle? L'ITA à Saint-Hyacinthe. Oui, il n'était pas 60 quelques années. Ouais, ça doit être ça. 1900, parce que je pense qu'on a fêté les 60 ans en 2022. 2022, OK. Je pense, là... Oui, c'est une fois comme ça. J'ai retenu le chiffre, il me semble que c'est ça. L'année exacte, je ne sais pas, mais il me semble qu'on passe de 60 ans. Il y en a du monde qui sont passés par là. Il y en a plusieurs. Puis dans les deux campus, la particularité un peu de l'ITAQ, c'est que dans les deux campus, on a des bâtiments agricoles, des élevages. On a une ferme à Saint-Hyacinthe, puis on a une ferme à la Pocatière. À la Pocatière, on a même deux fermes, parce qu'on a un non bio et une qui est non bio. Puis on a des complexes agricoles dans les deux campus. Puis ça permet aux étudiants de la formation régulière de faire, pas juste de la théorie, mais de faire du pratico-pratique aussi. Oui, c'est ça, de pouvoir l'appliquer, de voir comment ça s'applique aussi. Oui. Super intéressant. Moi, j'aimerais ça, justement, là on parle un peu de pratique. On va se retourner un peu vers toi, Paul, parce que là, on parlait du fait que, justement, tu as appris à apprendre, tu as fait plein de formations. Tes formations, en fait, que toi, tu as faites, ça touchait beaucoup à quoi? Est-ce que c'était beaucoup orienté, justement, vers aménagement de la biodiversité? Tu me parlais un peu de, comme, summariser un peu tes apprentissages, puis qu'est-ce que toi, tu as vraiment voulu mettre de l'avant sur ta ferme aussi? Ça a été, je dirais que ça a suivi le défi du moment de l'agriculteur en place. Fait que, mettons, on départ, là, la ferme, tu sais, les formations qu'on a suivies quand on a eu notre départ de ferme, c'était vraiment des formations pour nous emmener à être plus efficaces. Parce que tu es dans un mode, tu es en train de partir ta ferme, tu ne veux pas te planter. Fait que, des cours de mise en marché des grains pour être plus performants au niveau de nos ventes, des cours en gestion. On a évolué avec ça, des cours. Après ça, là, on a avancé vers les nouvelles techniques là, de conservation des sols, réduire le travail de sol, parce que nos performances environnementales d'aujourd'hui, quand on se met à l'époque des années 90, on n'a pas dit un jour on va être carboneutre ou un jour on va sauver les oiseaux ou les abeilles. Ça a été vraiment les premiers gestes agro-environnementaux qu'on a implantés. C'était des gestes agro-environnementaux qui nous emmenaient une meilleure qualité de sol, ce qui veut dire tout ce qui tourne autour de la matière organique. Quand on parle de biodiversité, souvent on pense à toutes les belles affaires dans les airs, les beaux oiseaux, les papillons, etc. Mais la biodiversité, je pense que je ne me trompe pas, les statistiques, je ne suis pas trop bon, mais je pense qu'il y a plus que la moitié de la planète, des êtres vivants de la planète qui sont sous le sol. En organisme, il y a vraiment une vie qui est là, qui est à gérer. Fait que c'est certain qu'on s'est orienté. Tu te mets dans la peau d'une ferme qui démarre, qui n'a pas beaucoup de moyens, parce qu'on partait avec peu de moyens comme entrepreneur agricole, moi et mon frère avec ma mère, parce qu'on est partait de rien. Ce qui te coûte le moins cher, c'est ce que tente les deux oreilles et les compétences que tu as comme agriculteur. Fait que c'était de dire, la ressource qu'on a sur nos bottines, faut l'améliorer au maximum pour qu'elle nous en donne le plus. C'est faire corps avec la nature. Fait que ça a été d'aller vers des techniques de travail réduit, mais qui nous emmenaient à une meilleure conservation de sol, plus de matière organique, plus de vers de terre, plus de vers de terre, du sol plus enrichi, etc. C'est un cycle
Fait que Ben oui. tu développes ce cycle-là, puis tu roules, puis au fur et à mesure, ben, tu réduis ton carburant, tu Ouais. continues. Réduit Fait même les intrants aussi, ou C'était- tu sais, une meilleure Oui, réduction des intrants. on s'est servi, là, on a commencé à travailler au niveau des couverts végétaux. C'est quand on parle de la fin des années 90, mais on s'est dit, on va élargir nos cultures. Fait qu'au lieu d'avoir, on avait plusieurs cultures, mais c'était pas également réparti. Fait qu'on a commencé, fait que là, on a suivi des cours, comment ça s'appelait, la gestion de matière organique, culture, des nouvelles cultures autres que le maïs et le soya, tu sais, pour apprendre, aller voir, mettons, pour le blé d'hiver, ça se fait-tu, on est capable de faire ça. C'est quoi les possibilités de rentrer ça? Qu'est-ce que ça aurait comme impact? Fait que ça l'a avancé comme ça. Après ça, ça a été des cours sur les couverts végétaux. Puis là, la ferme, elle s'est mise à bien rouler, là, avec notre système de rotation, nos réductions de coûts. Ben oui. Tant au niveau des intrants, oui, au niveau du carburant, Ouais. mais quand tu ne travailles pas le sol, tu as besoin de moins d'HP moteur. Ben ouais. Fait que ton tracteur que tu as acheté, que tu penses qu'il aurait toffé 12 ans, mais il en toffe 20, il devient plus efficace. Fait que là, l'efficacité de la ferme s'augmente. Fait que c'est là qu'est arrivé après ça le côté de dire, ben hey, notre ferme en roule, on va faire encore plus, on va aller vers les couverts végétaux. Pour plusieurs raisons, les couverts végétaux, vous en entendez parler un peu aujourd'hui, mais nous autres, on a commencé, mettons, fin 90, début 2000. Fait qu'on a suivi un cours sur pour les plantes de couverture. À l'époque, c'était vraiment plus primaire que ce qu'on a aujourd'hui comme connaissance. Fait que tout à l'heure, on parlait de curiosité, mais ça a tout évolué. Fait que le fait d'ajouter des couverts végétaux, pour ceux qui connaissent moins ça, c'est des plantes qu'on va payer pour semer, mais qu'on ne récoltera pas. Exact. Ce qui veut dire que l'objectif de ça, il y a une stratégie. Tout à l'heure, je te parlais de ce qu'on a entre nos 12 oreilles, mais il y a une stratégie de 2 ans, 3 ans en avant, parce que les plantes que tu vas choisir, tu veux emmener des racines différentes des cultures que tu as. Ben oui. Puis des racines qui vont pomper naturellement de l'azote de l'air, parce que la culture qui s'en vient en veut. Fait que là, tu dis, hey, moi, je vais mettre cette plante-là, après ça, cette plante-là va pomper de l'azote de l'air, puis là, elle va donner. Fait qu'on a beaucoup expérimenté dans cet angle-là. On a réduit nos fertilisants à cause de ça. Puis ça nous a fait progresser. Fait que les formations, j'appelle tout le temps ça la boule de neige. Fait qu'à mesure que tu maîtrises une certaine capacité d'aller plus loin au niveau de ta ferme, bien là est venue l'idée, notre ferme elle roule, on a une belle rotation, on avait des bandes riveraines, entre guillemets, réglementaires. On était déjà en réglementaire, c'était fait chez nous. OK. Mais on s'est dit, on pourrait faire bien plus que ça. On pourrait réaménager nos champs. Tout à l'heure, on parlait d'espace, de surface. Ben, on va se servir de la bande riveraine, mais on va emmener des arbustes à fleurs qui vont faire des fruits. Ben oui. En plus, ça va être des fruits qu'on pourra peut-être cueillir avec quelqu'un qui pourra faire des petites compotes, n'importe quoi plus tard. Ben oui. Et en même temps, ça va accueillir les oiseaux. Ben oui. Fait que les oiseaux vont être là, les pollinisateurs pour les feuilles. Puis là, on est allé encore plus loin. On se disait, on va mettre des arbres à noix. Parce qu'on s'est dit, ben, les noix, c'est des aliments d'avenir. Fait que j'ai été suivre un cours en formation continue sur les noix. Sur la myciculture. Wow, incroyable. Ben, tu vois-tu, la formation continue vient coller avec le vécu de l'agriculteur, où est-ce qu'il est rendu. Fait que c'est certain qu'à un moment donné, eux, comme formateurs, ils disent là, les agriculteurs sont rendus là. OK, il y a de la demande, là, les gens sont curieux. Et quand ça m'arrive d'aller faire des présentations, des fois à des clubs agro, puis j'explique un peu ce que je fais, puis souvent, il y a des questions. Puis là, on dit, ben regarde, il y a un cours qui se part à l'ITAQ dans 3 semaines, si tu veux aller juste te mouiller un peu dans le bain, voir ce que ça... Fait que moi, des fois, comme agriculteur, je suis rendu comme je fais un peu de transmission parce qu'on a vraiment expérimenté beaucoup de choses. Mais on est sur la ferme, quand on était jeune, quand tu pars puis t'as pas ton père avec toi, où est-ce que tu vas pour apprendre? C'est ça. Fait à cet âge-là, on s'est trouvé des mentors, des agriculteurs qui voulaient pas nécessairement nous acheter. Parce qu'en campagne, c'est compétitif. C'est ça. Fait qu'on s'est trouvé des mentors qui étaient capables de nous donner des conseils. J'ai 2 noms en tête, mais des cues pour nous dire, regarde, t'es dans la ligne, là. T'es correct, continue de même, t'es sur le bon bord. Fait que nous autres, comme agriculteurs plus expérimentés aujourd'hui, on s'est donné comme volet, c'est le temps de donner au suivant. Je donne pas de recettes, je donne pas de cours, mais je transmets mon savoir d'agriculteur, puis je dis aux gens qui sont là, regarde, moi je suis passé par là, ça m'est arrivé telle affaire, puis je suis pas gêné de le dire. Même un blog que je tiens, mais j'explique mon vécu, qu'est-ce qui a fait que j'ai viré là, qu'est-ce qui a fait pour peut-être un peu sauver les culottes à quelqu'un qui peut-être est en train de virer du mauvais bord, puis il va dire, ben là, Caplette l'a fait, puis gars, il a fait ça, puis il a viré de bord après. Fait que, tu sais, peut-être ça va y éviter un shortcut qui peut-être qui va être néfaste pour sa ferme. D'apprendre de tes erreurs, tes succès. Fait que, tu sais, ça nous a emmené avec une ferme beaucoup plus productive. Fait que c'est là que le côté... Fait que je dis souvent, tu sais, on était
un peu souligné dans les dernières années par rapport à nos performances au niveau de la biodiversité générale de la ferme, etc. Ouais. Mais au départ, on ne l'a pas fait pour ça. Ouais, c'est ça. On l'a fait pendant notre cheminement, puis à un Ouais. moment donné, on s'est dit, pourquoi pas? Puis il y a un exemple vraiment frappant, là, check back shot, là, tu sais, juste vite, quand on parle de biodiversité, là, on utilise encore, oui, des produits de synthèse, des pesticides, etc., mais on veut réduire le maximum. Bon, ben, un exemple. Du soya en semi-direct, on s'aperçoit qu'à un moment donné, on n'a plus de pucerons. Ah ouais, OK. Nos copains ont des pucerons. Ouais. Ça, on n'a plus de pucerons. Comment ça fait qu'on n'a pas de pucerons? Tout le monde parle des pucerons, il y en a trop. On n'a pas. Ouais. Jusqu'à temps qu'un biologiste ou quelqu'un au niveau des insectes explique que les pucerons, les familles, quand ils se déplacent dans les airs, choisissent où ils vont aller mettre leurs œufs. Ben oui. Puis ils regardent par leur couleur, leurs infrarouges, parce qu'ils ne voient pas comme nous autres, mais ils ont des signaux. Mais quand tu fais du soya en semi-direct, étant donné qu'il y a des tiges de maïs dans le fond de champ, ça ne reflète pas la même couleur en haut. Puis la petite bébite, elle se dit, c'est pas intéressant, là. Fait qu'elle va le pondre ailleurs. Fait que, mais, tu sais, c'est niaiseux, mais ça, c'est la compréhension. Là, tu sais pas, là, moi, j'ai pas eu de cours là-dessus, mais à un moment donné, c'est une observation d'agriculteur. Tu te dis, écoute, non, il n'y a pas de puceron, moi. Fait que ça doit faire. Puis, la nature est faite comme ça, hein. Ta culture est là. Oui, il y a un peu de pucerons, mais pas en niveau dangereux. Ouais, c'est ça. Tu vois pas de coccinelle, dès qu'il y a des pucerons, tu vas arriver l'arbre de coccinelle. La nature est faite comme ça. Quand tu dis, hey, je vais pas là avec un insecticide, j'ai des coccinelles. Ben oui, c'est ça. Ben, les coccinelles mangent les pucerons. C'est en charge. Fait que tu viens te sauver, mais ça, c'est de l'observation, c'est de la compréhension. J'aime souvent dire, quand j'ai commencé en agriculture, je faisais de l'agriculture. Aujourd'hui, à 61 ans, je considère que je suis devenu agriculteur. Je vois, pour moi, dans ma tête, c'est une très grande différence. Puis souvent, je dis ça aux jeunes, regarde, tu sais, là, tu veux performer, tu veux arriver d'un cadre, d'un moyen, ça c'est correct, on veut tout ça, on fait tout ça en partant. Mais ton expérience, ta connaissance, ton apprentissage que tu vas faire, un jour, tu vas comprendre qu'il y a des affaires que tu as faites quand tu étais plus jeune, tu te dis, ça, j'aurais pu passer à côté de ça facilement parce que je suis rendu ailleurs. Mais c'est ce qui fait que le métier est aussi... est aussi beau, est aussi beau puis qui nous tient tout le temps à cœur. J'aime aussi la référence que tu faisais, tu sais, d'être dans un cycle, tu sais, t'es dans un cycle qui allait vers le meilleur, t'es dans un cycle vertueux versus, on dirait, tu sais, j'ai l'impression que t'es un peu, soit un peu vers l'autre, soit un peu vers l'un, mais cycle vertueux ou bien un cycle, un cycle qui est contraire, là, un cycle pas désastreux, c'est quoi le nom? C'est que le nocif, là. Ouais, ben en tout cas, fait que tu te situes un peu dans où est-ce que tu te situes par rapport à ça, puis comment tu peux améliorer tes pratiques pour tu sais... tu veux dire un cycle en dehors de la boîte, un peu? En dehors de la norme? Ben, tu sais, non, c'est plutôt que, tu sais, t'as un cycle qui, contraire, tu sais, tu vas avoir besoin de plus en plus d'intrants, tu vas avoir besoin de plus en plus, tu sais, de matière fertilisante, de passage au tracteur. Dans l'autre stade, tu sais, un peu. Alors que t'as réussi, toi, au contraire, à te sortir de ça, tu sais, puis d'utiliser de moins en moins, d'avoir... Que ta ferme te rende des services écosystémiques, justement, justement, avec les c'est ça, ça servait de ça. Des fois, je fais des faces, je dis, on est des esclavagistes parce que les vers de terre qu'on nourrit, qui nous font le travail de sol à notre place, tu sais, nos vers de terre, ils déplacent 400 tonnes de matériel par jour. C'est incroyable, hein? Sans essence. Fait que ton tracteur de 200 HP, là, tu l'utilises moins, c'est tes vers de terre. Tout ce que tu as à faire, c'est des nourrir. T'es nourri avec tes racines et tes micro-organismes. Mais il faut que tu nourrisses les bonnes parce que tu peux avoir des vers de terre qui circulent de façon verticale. Tu as des vers de terre qui fonctionnent de façon verticale et horizontale, non? Mais les deux ils ont des objectifs différents parce que lui qui circule vertical, ils permettent une oxygénation. Les autres qui travaillent comme ça, ils permettent un mélange homogène dans les premières couches du sol. Mais là, j'ai pas les détails techniques, mais il y a des racines et des éléments qui favorisent la vie de l'une plus que de l'autre. Alors, si on fait juste une certaine chose, on peut avoir, plein de vers de terre, mais est-ce qu'on a les bons vers de terre? Mais comme disait Paul tantôt, si tu veux savoir si tu as le bon ver de terre, il faudrait connaître la physiologie des bons vers de terre. Comme tantôt, on parlait des pucerons. Si tu ne sais pas comment ils fonctionnent les pucerons, comment tu peux prévenir une attaque de pucerons? Ça prend des connaissances très, très, très spécifiques et très scientifiques. En fait, moi, je voulais amener un point parce qu'on en a discuté avec Paul, je pense, un matin ou hier. Tu sais, aujourd'hui, les producteurs agricoles, il y a beaucoup de producteurs agricoles
qui se questionnent sur leur façon de cultiver parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont fait le maximum qu'ils pouvaient faire avec la génétique, avec l'équipement, avec si ça sort, mais là, sont plafonnés. Puis là, ils se posent beaucoup de questions. Ils disent, c'est quoi que je dois faire pour faire un step plus élevé? Alors là, il y a beaucoup de mises en question sur le modèle agricole, mais la chose que j'aimerais aussi souligner, parce que vous qu'on parle en public de personnes, des citoyennes, comme dire, communes, qui ne sont pas nécessairement impliquées dans l'agriculture, je vais reprendre la phrase de quelqu'un qui m'a dit il y a 3 ans, il n'y a personne aujourd'hui, producteur agricole, qui s'est réveillé aujourd'hui en disant « là, je vais polluer la planète, OK? Puis l'autre aspect, c'est aussi des raisons financières, comme disait Paul. Des fois, les fermes, surtout au début, la relève, mais l'enjeu principal, c'est les résultats financiers, parce qu'il faut que la ferme soit durable au niveau financier. Mais après, quand que la ferme commence peut-être à être plus stable, c'est là que les gens ils prennent conscience des certains aspects, puis qui peuvent faire d'autres réflexions, peut-être implémenter certaines pratiques, mais au début, surtout aujourd'hui, avec les valeurs qu'ont les fermes, la relève, quand elle achète une ferme, elle partira pas nécessairement avec l'idée de faire des aménagements de biodiversité, de faire ci, ça, mais on le voit qu'il y a beaucoup de réflexions sur le terrain. Il n'y a pas toujours nécessairement peut-être les résultats attendus, mais moi, je trouve que depuis 5 ans, il y a beaucoup de réflexion et des mises, comme dire, en question du modèle agricole. Paul est né un exemple, il y en a d'autres, mais comme il a bien expliqué, je pense que ça prend un chemin pour arriver à quelque part. On ne peut pas juste partir avec plein de bonnes idées, puis tout appliquer. Il y a le facteur... Il y a des compromis des fois à faire aussi. C'est ça, des compromis. C'est intéressant que tu le nommes parce qu'effectivement, j'imagine, tu sais, comme quand tu commences, tu es dans le crunch, mais effectivement, des fois, il y a des compromis à faire sur l'idée initiale. Puis tu sais, on avait des fois même cette discussion-là souvent, tu sais, avec Mike, avec d'autres amis aussi qui ont des fermes. Puis il y a comme un point où, à un moment donné, tu sais, c'est bien beau des fois vouloir faire tout ce que tu penses qui est le mieux dès le début, mais tu sais, si à cause de ça, puis à cause ça coûte la viabilité, puis qu'après ça, tu peux pas continuer l'opération, l'idée que tu avais est comme morte avec le projet. Fait que tu sais, des fois, il vaut mieux faire quelques compromis, puis te faire vivre le projet pour après ça porter les idées, porter les pratiques que tu as envie de voir, tu sais. Fait que, clairement, des fois, peut-être... comment dire, savoir avoir de la patience des fois dans les idées ou dans les projets qu'on souhaite réaliser. Tu sais. Une façon de respecter la situation actuelle de la ferme, tu sais, où ce que t'es. Quand tu l'as en tête, quand c'est quelque chose que tu as à cœur, que tu as déjà compris l'idée d'aller vers quelque chose, si c'est pas cette année ou l'année prochaine, parce que tu dis, là, j'ai ça à sauver, telle chose, tu t'étales ça, si tu comprends le processus, indirectement, au fur et à mesure que la ferme va évoluer, puis ce qu'on réalise aussi, au fur et à mesure que tout ce qui tourne autour du pétrole va toujours être tout plus compliqué à gérer, ça va devenir de plus en plus, pas attrayant, mais de plus en plus un atout d'aller... quand tu vas toucher à ces systèmes-là qui touchent au pétrole, autant le bouleversement du sol, tous les gros équipements, les séchages de grains, ces choses-là, tu vas avoir de plus en plus avantage à élargir ton plan de culture pour avoir un système qui est résilient. Puis, tu sais, avec les changements climatiques, on va avoir plus de soubresauts, ce qui veut dire que l'agriculteur, il a comme défi, on dit tout le temps la météo n'est jamais pareille, ça c'est vrai, mais avec les changements climatiques, les écarts vont être plus grands. Ce qui veut dire que l'agriculteur, déjà, il faut qu'il se forme ou il faut qu'il se prépare à monter une ferme qui est plus stable, plus résiliente, qui est moins affectée par les trop hauts puis les trop bas. Parce que souvent, en agriculture, sur 10 ans, t'en as 7 dans le target, t'espères en avoir 2 excellentes, puis tu souhaites en avoir juste une vraiment pas bonne. Mais après, avec les changements climatiques, si t'es pas adapté, mais ça se peut que ça, ce graphique-là change. Fait que ça peut être porteur de dire, on est mieux d'y penser tout de suite, de préparer nos sols, de préparer la biodiversité autour, parce qu'en plus, on va avoir des nouveaux insectes avec les changements climatiques qui vont arriver. Si nos aménagements sont déjà un peu plus diversifiés autour des champs, il va y avoir des prédateurs naturels. C'est ça, ça ne réglera pas tout, mais ça va nous emmener vers
Justement de formation, il faut que je me suis inscrit des oiseaux. Là. Ah oui, c'est ici la formation. Mais tu sais, souvent, c'est quand on la apprend après aussi, tu sais, l'histoire des hirondelles, ça ferme. Hmm. On se faisait souvent dire, ben, les hirondelles, il n'y en a pas beaucoup en grande culture. C'est celle-là. Ouais, c'est ça. T'en plein ça. Tu sais, il n'y en a pas beaucoup dans les champs de grande culture des hirondelles. Ouais. Là, on pensait qu'on les avait peut-être éloignés du champ ou. Ouais. En fin de compte, c'est parce qu'une hirondelle, au niveau biologique, elle cherche un trou d'1,5 pouce pour installer ses petits. Ah ouais. Si tu as 3 km de champ sans aucun C'est pas arbre, propice. il n'y a pas une hirondelle, tu l'as pas Ah tué. ouais. Ah Mais ouais. l'hirondelle n'a pas de place pour mettre son loyer. Ah ouais, c'est ça. Ça Fait que nous autres, on a commencé à installer des nichoirs un peu partout. Wow. On arrive à 200, Ouais. puis c'est plein d'hirondelles. Incroyable. Ah ouais, Puis ils viennent nicher. Puis Ouais. ce qui est merveilleux que les hirondelles, ça vit plusieurs années, mais ils reviennent à la même place. OK, il Ce reste qui veut au dire même qu'en endroit. théorie, la population va augmenter tout le temps sur notre ferme à toutes les Wow. années. Wow. Ah oui, c'est Ben, ça. eux autres, ils mangent une quantité phénoménale Ben oui, c'est d'insectes ça. à tous les jours. Ah ouais, Fait c'est des ça petits règle oiseaux pas voraces tout, quand même. mais tu as du monde qui sont en train de t'aider Mm. à réussir une récolte là, avec moins de Ben oui. pesticides ou moins d'intervention là, Ouais, c'est ça. pour c'est ça. arriver à contrôler Ouais. les excédents. Parce que Ouais. qu'un insecte, c'est pas grave. C'est quand ça dérape. Ben oui, c'est ça. Quand tu as un Ouais, quelques débalancement. insectes, en fait, c'est normal. tu sais, Ouais, je veux dire, c'est ça. c'est même rassurant. Tu sais, je veux dire, quand on arrive dans le champ qu'il n'y a pas d'insectes, À la limite, c'est l'image du loup. Les endroits qui ont éliminé les loups dans des boisés parce qu'ils les trouvaient trop méchants, Ouais. ils se sont ramassés avec des surpopulations d'autres animaux qui n'avaient plus de prédateurs. Ben oui. Ouais. Puis qui Là, ils ont dévoraient recommencé à toutes les- rentrer des Ouais. meutes de loups Ouais. graduellement. Ouais. Puis l'équilibre, parce qu'un loup n'est pas fou, là, il veut tout le temps de quoi manger. Fait qu'il est respectueux de ce qu'il y a alentour de lui. Il va manger les plus faibles, etc. Ceux qui ne sont pas résistés. Puis à la fin, tu te retombes avec une biodiversité phonique qui est rééquilibrée, qui est Ouais. plus hors contrôle. Ouais, c'est ça. C'est Puis un avec peu une ça qu'on population essaye saine aussi. de penser sans avoir tous les chiffres dans la tablette du chiffrier Excel, Ouais. de se dire, ben, au travers de nos champs, on s'organise pour créer Ouais. de la biodiversité, pour se servir de cette biodiversité-là. En tout cas, pour Ouais. se faire accompagner, puis ça, pas C'est supporter par ça. C'est vraiment intéressant. En plus, on a eu un épisode là, qu'on a réalisé, dans le fond, avec Alain Olivier qui venait de parler d'agroécologie. Puis, tu sais, il parlait aussi un moment donné de ça, à ce niveau-là, que tu sais, il y a comme un investissement un moment donné à faire en termes humains, travail, financier aussi, à certains égards. Mais un moment donné, c'est comme tu fais travailler un peu les cycles naturels. Une fois que, comme tu le dis, que tu as saisi la compréhension un peu d'un point de vue un peu plus intégral de l'interaction avec les oiseaux, les insectes, la vie du sol aussi. Tu sais, là, le sol, quand il y a des grandes pluies, une meilleure rétention de l'eau, moins de lessivage. Fait que les fertilisants que tu as mis en plus, il y a moins de lixiviation. Fait qu'à un moment donné, c'est comme tout vient un peu comme s'imbriquer ensemble. Ouais. C'est comme fascinant. En fait, moi, j'utilise souvent cette expression-là, c'est utiliser la nature pour gérer la nature. Ouais, ben ouais. C'est ouais. un peu... Ouais. C'est des cycles qui sont là, qui... c'est ça. Ouais. Ouais, de ouais. retrouver le rôle qui est le rôle naturel, finalement, mais que, tu sais, en intervenant, on n'a pas le choix, on intervient, mais comment laisser place Oui, le mais tu mieux possible. tantôt, Paul, il faisait l'exemple des pucerons. Oui, les coccinelles, ils mangent des pucerons, mais quand vous allez dans un champ de soya, moi, je le voyais il y a 2 ans, parce qu'on dépistait au 2-3 jours pour voir justement si tu critique, pas critique. Tu sais, les coccinelles, ils mangent des pucerons, mais ils ne les mangent pas toutes. Non, c'est ça. Pourquoi? Parce que les coccinelles, si tous les pucerons disparaissent, même les coccinelles vont disparaître. Tu sais, la nature est vraiment bien faite. Il y a une question vraiment d'équilibre. Puis, je vais plus loin. Là, je ne sortirai pas les documents, mais il y a un agroécologiste qui s'appelle M. Altieri, il est brésilien. Dans les années 70-80, il écrivait déjà sur le rôle écologique des mauvaises herbes, puis même de certaines cultures. Ouais. Puis oui, les mauvaises herbes, ils peuvent impacter le rendement de la culture, mais les mauvaises herbes, ils ont quand même un système racinaire Ben oui. qui dégage du sucre, qui dégage d'autres choses, qui font du bien au sol. Puis des fois, les mauvaises herbes, ils hébergent des insectes qui parasitisent les ravageurs. En France, ils ont déjà essayé, mais c'est compliqué aujourd'hui de faire ça parce qu'après, ça devient comme dire, difficile pour les transformateurs de travailler, mais les Français ils ont déjà essayé de semer des pavots à travers les champs de blé. Ah ouais, Parce ok. que les pavots, je me souviens plus s'il est répulsif ou il y a des insectes qui mangent les pucerons des céréales. Ah Alors, ouais. Avec si- la guêpe solitaire, peut-être, la fidus. Oui, ça se peut, mais pour dire, il y a toutes sortes de moyens pour faire l'agriculture. Puis quand on pense à un sol, parce qu'on parle beaucoup de couverture de sol, un sol qui est couvert par une culture principale, mais il y a quelques mauvaises herbes à droite à gauche, non? C'est pas un mauvais champ. Ah non, c'est ça. Il y a de la vie là-dedans. Ben oui. Puis Ouais. tout le monde contribue
au bien-être de l'autre en agriculture ou dans le sol. Puis si vous prenez l'exemple justement de la vie secrète des arbres, j'ai pas de commission pour publiciser ça, mais si vous lisez, je sais pas, c'est quelque chose que j'aimerais lire, non, si j'ai le trou, non, mais dans le fond, dans une forêt commerciale, c'est pas vrai que juste en laissant les arbres plus fortes, on a plus de rendement. Dans les forêts d'être, c'est démontré que quand on laisse les beaux arbres, on coupe tous les petits, les maganés qu'on appelle, non? Ben, tous les autres, ils subissent un choc. Puis tous les liens qui sont faits entre les systèmes racinaires de différentes plantes, c'est comme si on les coupe. Mais j'ai fait souvent, j'ai pensé hier mieux mon exemple sur la biodiversité. La biodiversité, c'est, on pourrait le dire même comme ça. Si aujourd'hui, au Québec, on mangerait juste du sushi, peut-être qu'on encouragerait juste la population asiatique à s'établir au Québec. Mais si on va manger des pâtes, de la tortilla, du sushi, on va venir toutes sortes du monde avec une culture, une mentalité différente, mais c'est justement dans cette diversité-là qu'on s'enrichit au niveau culturel. Mais en nature, c'est la même chose, parce que chaque insecte, chaque plante a un rôle spécifique. Puis, j'ai fait un exemple, moi j'ai appris beaucoup, c'est quelque chose, quand j'ai étudié à l'université, l'écologie. Même si j'ai étudié l'écologie forestière, notre prof, il nous a fait un exemple, là je ne suis pas capable de répéter les bons insectes, mais l'éléphant, c'est un animal qui a problème de parasites. Puis ce type de petits parasites-là sont mangés juste par un insecte, un type d'insecte. Si ce type d'insecte-là disparaissent, l'éléphant disparaît. OK? Puis, quand on fait un exemple, je l'ai pensé hier soir, mon exemple, on prend une voiture. Quand on installe les pneus en avant ou en arrière, on met des petits poids pour balancer, non? Enlève une ou deux petits poids de la roue, puis on va voir après 5 ans si ta voiture est encore debout ou pas. Il y a des réactions en chaîne. C'est des réactions, au début, ça commencera par des petites vibrations qui vont tomber un morceau, puis après, peut-être un autre morceau. Mais la voiture, elle roule pareil. Elle peut rouler pareil, la voiture. Sauf qu'à un certain moment, la voiture, à force de vibrations, elle va être en morceaux, elle ne fonctionnera plus. Ça, c'est un peu ce qui peut se passer en biodiversité et en écologie. Quand on enlève quelqu'un, ben, il y a tout un paquet de monde qui vivent les conséquences. Puis, à long terme, ben, ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est qu'il y a une dégradation, effectivement, de la biodiversité. C'est pour ça aussi qu'on essaye, au-delà qu'il y a de la conscientisation, on essaie de mettre en place certaines formations pour conscientiser encore plus les gens sur l'importance de maintenir certaines caractéristiques au niveau environnemental. Revenons-en un peu, je pense, sur les formations. Là, c'est notre sujet initial à la base, mais justement, là, on comprend les besoins sont grands, les changements climatiques fait peut-être un peu changer notre vision de comment on pratique les choses ou comment s'adapter. Comment ça influence justement aussi la sélection ou la programmation des cours en formation continue? Ben, c'est sûr que tout ce qui est environnemental, c'est quelque chose qui est très discuté au niveau mondial, à partir des COP sur la biodiversité, etc. Il y a vraiment beaucoup, comme dire, d'engouement politique, mais pas juste politique, il y a un désir aussi qui vient du terrain. Puis, dans le fond, ce qu'on essaie de faire, c'est de mettre en place des formations sur l'utilisation des brise-vents, l'utilisation des bandes florales, justement pour attirer des pollinisateurs ou des insectes antagonistes, la constitution des... Comme la formation, par exemple, ça c'est une formation... Oui, c'est ça. Ça c'est un bon exemple de comment on fonctionne. C'est une formation aménagement et pratiques favorisant les oiseaux champêtres en milieu agricole, qui est en train d'avoir beaucoup de succès parce qu'il y a beaucoup d'inscrits. Ça, c'est une formation qu'on a mis en place... avec un formateur qui vient de Québec Oiseau. C'est un spécialiste. La demande est arrivée du MAPAC. Le MAPAC, il voulait qu'on mette en place une formation sur l'utilisation des oiseaux et l'attention aux oiseaux champêtres. Puis, dans le fond, on s'est occupé, pour moi, c'est ma collègue, elle a trouvé un formateur qui a beaucoup d'expérience sur cet aspect-là. Puis, on a monté un plan de formation. L'objectif, c'est de dire aux gens, si vous voulez à rétablir les oiseaux champêtres. Voici les oiseaux champêtres qui existent au Québec. Voici leur niche écologique. Voici ce que vous pouvez faire. Par exemple, c'est quelque chose que quelques producteurs font depuis quelques années sur la gestion des prairies. Il y a beaucoup des oiseaux qui
niche au sol. Ah, Mais ouais, même les chevreuils, la zone maman de à la couche, couche, ouais. puis quand un chevreuil est petit, qui reste couché au sol, lui, jusqu'à quand tu le touches pas, lui, il bouge pas. Ça veut dire que le tracteur, il peut arriver à 2 pieds, non, lui, il ne bougera pas. En fait, il y a un risque pour les chevreuils d'être écrasés dans les prairies au printemps. Il y a des producteurs qui ont installé des barres qui ont tourné en avant du tracteur avec une distance peut-être 10-15 pieds avec des chaînes qui tombent à terre. Ouais. Pour faire en sorte que, Avec le bruit. que le bruit est touché, que les animaux ils lèvent pour partir pour éviter de les écraser, de les tuer. Puis sinon, il y a aussi, par exemple, dans la prairie, il y a la possibilité que le producteur il laisse un acre ou 2 acres sans faucher. Puis là, c'est comme si ça devient un petit espace écologique pour des oiseaux, pour des animaux, pour de la faune sauvage. Mais dans le fond, de la formation, comme cette formation-là, ou comme la formation, par exemple, sur la gestion des haies brises-ventes ou d'un système agroforestier, il faut quand même expliquer que telle plante a besoin de tel sol, telle condition d'humidité, de température, parce que chaque plante, chaque être animal a des besoins spécifiques. Puis, par exemple, oui, là, il y a beaucoup d'engouement depuis 10 ans sur les haies brise-vent. Moi, je l'ai découvert il y a 2 ans, pas longtemps. Mais il y a des arbres qui peuvent atterrir de la vermine. Il y a des arbres qui repoussent la vermine. Alors, quand on bâtit un système de haies brise-vent, c'est quoi notre objectif? Récolter des fruits, arrêter la neige, interdire la vermine, faire venir des pollinisateurs, mais une personne toute seule ne peut pas avoir toute cette expertise-là. Il y a des spécialistes. Puis le rôle, c'est de simplement dire aux gens, voici toutes les choses que vous devez considérer, qui sont beaucoup. Mais par après, il y a de l'accompagnement. Il y a de l'accompagnement, puis il y a même des financements, des fois, pour mettre en place justement les PAD, les plans d'agriculture durable, permettent d'avoir aussi des subventions pour mettre en place certains modèles, mettons, de biodiversité. Oui, d'aménagement. Oui, d'aménagement. Oui. Moi, c'est ça que je trouve vraiment intéressant, puis je lève le chapeau aussi à l'TAQ là-dedans, c'est de voir à quel point c'est comme un institut qui est comme à jour aussi dans ses formations, puis dans un point de vue qui est, j'ai l'impression, vraiment de plus en plus aussi intégral, tu sais. Puis Paul, tu sais, je pense que tu peux le confirmer probablement avec toutes les formations que tu as eu accès dans le fond. Tu sais, c'est comme, c'est une approche qu'on dirait qu'on voit de plus en plus, tu sais, puis on l'a nommé aussi déjà par le passé, mais tu sais, on parle des fois d'holistique, tu sais, puis holistique, c'est ça, tu sais, c'est une approche qui essaie de comprendre les différents aspects existants, puis comment ils interagissent, tu sais, les uns avec les autres, puis après ça, comment réalistement aussi on peut l'appliquer, puis faire de quoi par rapport à ça. Fait que, ouais, tellement intéressant. Puis c'est le fun aussi, petite anecdote, mais le formateur qui vient de Québec Oiseau, c'est drôle parce que c'est comme ils ont un site aussi là, qui est vraiment intéressant. Même, tu sais, moi, ça m'est arrivé souvent là, dans notre champ ou d'entendre un oiseau, là, où tu le vois passer, t'es pas sûr c'est quoi. Puis ils ont un super bon site où ce que tu peux, par couleur d'oiseau, taille de l'oiseau, la forme, venir sélectionner. Puis là, même, en général, t'as tout le temps... T'as le chant, c'est ça, le chant même des fois de la femelle aussi, tu sais. Fait que là, des fois, moi, ça m'arrivait, là, j'étais comme pas sûr. Puis là, OK, là, je finissais par le retrouver. Je lançais le chant, puis là, j'attendais. Puis là, des fois, t'avais une réponse, t'étais comme, OK, tu sais, ça a comme confirmé. Fait qu'en tout cas, je trouvais ça, moi, ça m'a vraiment impressionné aussi, ce site-là, comme outil pas de diagnostic, mais... D'identification, oui, merci, c'est ça. Mais c'est trippant. Moi, je l'ai vécu là, quand on a planté nos premiers brise-vents. Je fais de la raquette tous les matins, ou l'été, je fais une petite marche le matin pour mon dos, mais l'hiver, c'est en raquette, je passe. Puis j'entendais pas d'oiseaux, puis quand j'arrivais vis-à-vis mon brise-vent, j'entendais des oiseaux. Wow, ben oui, c'est ça. Fait que tu te dis, il n'y a pas eu de chèque, là, mais tu te dis, il se passe quelque chose. Tu vois l'épaisseur de neige aussi, c'est pour ça que je passe en raquette pas loin du brise-vent, toujours plus de neige, me rend plus longtemps que mes raquettes, mais tout ça, ces connaissances-là, comme agriculteur, avant, on les prenait comme acquis. Il y a des oiseaux. Mais quand tu apprends un peu à comprendre un peu, ça c'est une hirondelle, ça c'est une rustique, ça c'est un goglu des prés. Moi, j'en ai vu dans mes champs de d'hiver, des goglus des prés, j'en ai vu. Mais l'espèce en plus qui est en voie de disparition. Oui, mais c'en est un oiseau nicheur, mais là, on est en train de réaliser qu'il n'y pas non plus s'installer dans des champs de blé. Ah ouais, wow. Fait que je n'avais 3 couples là, qui chantaient pendant que je faisais ma parcelle de semences l'année passée, puis je les avais pris en photo, puis j'avais demandé à ma biologiste de lui... Parce qu'à cette heure, maintenant, même au niveau, tu sais, mettons, au niveau syndical, au niveau de l'UPA, de la Montérégie, on a des employés qui sont biologistes, qui suivent les aménagements en agro-environnement. Tu sais, oui, il y a le MAPAC, mais on a du support au niveau de
des biologistes et des agronomes, quand on veut faire un brise-vent, ah ben, c'est quoi tu veux, comme l'Alessandro disait, ben regarde, on va aller voir un tel, lui, il y en a un comme ça, qui a déjà installé il y a 3-4 ans. Tu vas avoir une idée de ce que ça a l'air, parce que souvent, tu sais pas tout comment. Fait il y a beaucoup de... Puis ça, c'est en explosion. On dit souvent à nos champs. Tu sais, moi, quand j'ai commencé à installer mes nichoirs des rondelles, j'ai fait une petite vidéo. Puis il y a un paquet de monde qui ont comme... Bon, ben, à un moment donné, il y a un gars qui m'a envoyé un texto. Il dit, gars, qu'est-ce que je t'apprends à faire aujourd'hui? Il était après à faire des nichoirs et rondelles. Tu sais, c'est niaiseux de même. Le monde dit, hey, moi aussi, m'a installé des nichoirs et rondelles. Ça fait des... Ben là, peut-être que là, on s'oriente plus pour l'oiseau nicheur comme le fameux goglu des prés, parce que lui... C'est un oiseau qui il fait son nid dans des pâturables, dans les champs de foin. Puis les agriculteurs qui ont des champs de foin, mais pour avoir une belle qualité de foin, ils fauchent très tôt. Fait que les petits sont encore dans le champ. C'est pour ça l'idée de la fauche retardée, etc. Mais nous autres, mettons, avec des céréales d'hiver qui se récoltent quand même juste à partir du 20 juillet, quand on s'aperçoit qu'ils sont là, on se dit « Ah, OK, ça veut dire qu'ils ont installé le petit. » Parce que quand ils dansent, puis qu'ils sont proches, puis qu'ils chantent tout le temps, ça veut dire que le nid, tu l'as pas vu, mais il est là. Il est là. Il est là. Tu sais qu'il est dans ce coin-là. Si je reviens là aux hirondelles, les projets, mettons, des hirondelles, il y a des collèges, je pense, là, je vais peut-être dire des choses qui ne sont pas précis, mais c'est les producteurs de lait avec les vaches au pâturage qui ont commencé à essayer les nichoirs des hirondelles, parce que les hirondelles, ils mangent tout ce qui est mouche à cheval, puis toutes les mouches qui dérangent les vaches pendant qu'elles sont au pâturage. Puis quand les vaches sont énormément dérangées au pâturage, ils baissent en production laitière parce que c'est un stress pour les animaux. Puis le fait d'avoir de ramener des oiseaux qui mangent cet insecte-là, ben c'est un avantage. Puis je le dis souvent comme exemple, quand quelqu'un qui ne connaît pas beaucoup l'agriculture ou l'écologie veut regarder comment a changé la biodiversité dans les dernières 10 ans. Je ne sais pas si on peut faire le même comparatif au Québec, mais en Italie, on se promène aujourd'hui, on fait 150 km, notre pare-brise en avant est encore propre. On faisait 150 km d'autoroute il y a 20 ans. Les pare-brises étaient pas mal noirs. Mais là, ça parle beaucoup de comment la biodiversité, les insectes sont en train de disparaître. Puis il faut penser que chaque insecte, il peut être l'aliment de quelque chose d'autre, mais il peut être aussi le parasite de quelque chose d'autre. Alors, plus on enlève ces petits morceaux de casse-tête, ben, moins le casse-tête va tenir dans longtemps. Alors, il y a une urgence d'agir, pas juste une volonté d'agir. C'est pour ça qu'on met en place certaines choses, parce que si on veut... J'ai beaucoup aimé, Paul, il y a d'autres ans, il m'a fait un exemple de c'est quoi ces couvertures de sol. Ils disent que ces couvertures de sol, c'est comme mettre la crème sur la peau de bébé. Dans le sens que les couvertures de sol, ils font de l'ombrage au sol, ils réduisent la transpiration du sol, au-delà qui amène plein de sucre, de champignons, de bactéries, etc. Mais j'étais là à saler parce que j'ai appris beaucoup d'expressions, puis je trouve que Paul, il y a vraiment une façon super facile de transmettre des concepts hyper difficiles. Il est vraiment un excellent divulgateur. Imagine-toi à la place d'un ver de terre qui est dans un couvert végétal, le soleil ne peut pas le taper. Ni la limace. Fait qu'ils sont au paradis, les autres là. C'est clair, tu peux remonter plus haut. Vous avez tous vu ça, là. Tu vois, tu t'aperçois qu'il y a un ver de terre qui a sorti de son trou puis qui a fait soleil puis il n'a pas fini par revenir trouver son trou. Il a séché là. Mais dans le champ, avec les changements climatiques, un sol qui est allégé comme nos sols, la température va monter. S'il fait plus chaud, ben, ces organismes-là, ils veulent se nourrir, il faut qu'ils viennent chercher en haut. Mais si tu as un couvert végétal qui est intéressant, il parlait de la symbiose entre les plantes, ton couvert végétal, ton ver de terre, va faire des galeries. Ces turicules vont être 5 à 7 fois plus riches que le sol en lui-même. C'est ça. Qu'est-ce qui est les ces turicules, ça, c'est ses excréments. Mais lui, il fait sa job, il fait le trou. Après ça, la racine de la plante, qu'est-ce que tu penses qu'elle fait? Elle n'est pas folle. Elle suit le trou. Elle mange les bonbons en même temps, comme Mario Bros. Elle descend le fond jusqu'en bas. Mais l'année suivante... Je l'ai dit qu'il simplifie des concepts hyper difficiles. C'est parce que mon petit-fils, il vient de redécouvrir Mario Bros. Ça existe pas. J'étais là-dessus l'autre fois. Mais l'année suivante, le ver de terre, il suit le chemin que la racine a fait l'année d'avant, qui est morte. Puis il rejoue dans le même trou. Fait que c'est pour ça qu'on dit que ces organismes-là structurent le sol. Puis c'est sûr que le côté mécanique, tu vas sortir avec ta grosse machine, mais là, tu regardes le sol, la manière que ces bébites-là te l'ont rangé, tu regardes.
touche pas ça. c'est La ça. job est faite. là. Ah ouais, c'est La ça. job est C'est faite. Tout ce qu'il me reste à Ouais. faire, c'est aller mettre une semence là-dedans pour que ça oui. pousse. Ouais. Mais c'est vraiment spécial comme... un coup que tu as compris ça, hey, oui, il faut t'observer un peu plus, il faut que tu sois plus présent au champ. Ouais. Plus Question de timing aussi, j'imagine. le timing n'est C'est pas ça. le même. Il est moins systématique. Tu Ouais. ne diras pas, ah, le champ n'est pas prêt. Il faut que tu sois capable, comme agriculteur, de reconnaître les signaux, de dire, OK, on va se calmer le pompon, on va attendre 24 heures, ça va. De laisser le champ, parce que c'est quand même, tu n'es pas en train de tout le revirer à l'envers avec un gros équipement. Là. Ouais, c'est Fait ça. que tu le laisses venir, puis quand ça fleurit, puis que quand je dis fleurit, on appelle ça la sol fleurie. Là. Ouais. Ça, c'est un mot qu'on utilise souvent là, quand tu prends une poignée de sol puis que tu le brasses dans tes mains. Tu n'es pas supposé de faire de la pâte à modeler avec. Tu es supposé d'avoir de quoi qui est structuré, puis qui n'est pas en petit sable de sable filtreur, Ouais, c'est ça. puis Fait qui des n'est pas petits non plus en agrégats, grosse vase. Là, quand tu as de quoi qui est, on appelle ça de la fleur. Là. Le sol il est comme granuleux. Ouais. Là, c'est certain que tu vas mettre ta semence là-dedans. N'importe quelle graine de Parfait, semence, ouais. elle va avoir de l'air, Ouais. elle va avoir un contact avec l'humidité, puis ça va pousser. Ça va y aller. là. Numéro 1, là, Wow, c'est de trouver le signal. Trouver le signal quand est-ce que c'est le temps d'y aller. C'est ça qui est le fun, puis tu sais, de justement de sortir de peut-être une espèce d'itinéraire technique qui est très précis à un itinéraire où on fait appel justement à nos sens, à l'observation. Ouais. Puis tu sais, je trouve que ça nous implique, ça nous introduit dans ce système-là. Tu sais, c'est pas, on n'est pas à l'écart de tout ça, puis on le fait fonctionner. Tu sais, on y fait partie, puis c'est Oui. grâce à nos sens qu'on peut réussir à trouver notre place là-dedans. Tu sais, ça, c'est vraiment intéressant, puis c'est inspirant de devoir aller en ce sens-là. Ouais, en tout cas, je me souviens à mes débuts, là, mais aujourd'hui, il y a des cohortes, il y a des formations où est-ce que les gens vont échanger sur ce qu'ils voient, puis Ouais. il y a des caravanes santé. En fait, une des choses qui est importante aussi à souligner dans la formation continue, c'est que mettre ensemble des producteurs agricoles, ça fait du réseautage. C'est pas juste le producteur agricole qui vient écouter la conférence ou la formation, mais C'est les liens qui se créent. c'est les liens, puis c'est le partage d'expertise. Puis des fois, je l'ai vu sur une formation qu'on a donnée en janvier. On a fait, la formation était quand même longue, parce qu'en total, elle a duré 14 heures, mais divisé en 3 fois, mais les gens, ils restaient toujours une heure de plus à poser des questions à le formateur, parce qu'ils voulaient en connaître plus. Puis, il y a même dans 2 groupes de formation, il y a même des gens qui ont demandé d'avoir les adresses l'un de l'autre pour pouvoir continuer à parler après la formation, parce que le milieu agricole, c'est encore beaucoup sain, c'est beaucoup encore du réseautage, parce que vous ne voyez pas, les producteurs agricoles, ils vivent quand même, ils travaillent un peu isolés dans leur ferme, puis les formations, des fois, sont à des moments aussi De rassemblement, de partage de connaissances. Oui. Ceux qui utilisent les médias sociaux à bon escient, là, c'était un bon lien de communication qu'on a trouvé aussi. Ben oui. mettons, dans les dernières années. Parce qu'exemple, parler à un agriculteur français avant, là, comment je pouvais le rejoindre. Mais là, sur Twitter, ça baisse pas mal. Mais en tout cas, j'avais trouvé une foule d'agriculteurs français, parce que c'était la langue la plus facile que j'avais pour parler. Je suis pas trop bon en anglais, mais on échangeait beaucoup sur, justement, quand j'ai commencé à faire mon blé d'hiver, les techniques, ces affaires-là. Eux autres sont plus avancés. En tout cas, je considère que c'était plus avancé que nous autres à l'époque. Ouais. Fait que ces effets-là, quand on a des formations, puis qu'on peut tous s'envoyer des petits messages en privé, en Messenger, sans mettre ça sur la place publique, là. Hey, comment t'as fait ton affaire? Je peux-tu aller faire un tour? Tu sais, c'est moins imposant qu'appeler. Puis c'est moins de temps aussi, tu sais, t'envoies une photo, regarde, j'ai fait ça. C'est un outil qui est vraiment aussi une prolongation de... Parce que c'est vrai que, parce qu'on l'a dit, les formations qu'on a en Zoom, c'est excellent parce qu'on n'a pas à se déplacer. Mais les formations qu'on fait en présentiel, c'est plus imposant parce qu'il faut se déplacer. Mais il y a tout le côté, comme il vient de dire, le côté à l'heure du dîner. Le matin avant le cours, puis après le cours. C'est ça. Tout ce côté-là. Fait que maintenant, c'est ça qu'ils disent aussi. Il y a des formations, ils essayent de mixer un peu. Puis la chose qu'on remarque aussi, on va dire comme ça, la difficulté des fois qu'on a en formation continue, c'est parce que tout ce qui est à bas de 35 ans, ils préfèrent peut-être Teams. Mais tout ce qui est haut de 40, ils préfèrent le présentiel. Là, des fois, il faut faire des moyens, mais effectivement, la chose que je remarque,
plus on s'éloigne de la pandémie, plus il y a en retour, général voilà. un désir de redevenir au présentiel. Ben oui, présentiel. plus. Un mot qui est apparu de plus en plus justement post-pandémie, tu sais, présentiel. On n'utilisait pas tellement Ouais, ce c'est ça, mot-là. c'était avant. pas à C'est définir, nouveau, c'était juste, c'est ça. Ils l'ont rajouté. Ouais, ça, c'est clair. C'est un nouveau Ouais. mot. Mais c'est super intéressant parce que d'essayer de savoir que ça se passe en ligne quand même, parce que tu sais, Oui. cette formation-là que tu venais de sortir. Parce sur qu'il y a des gens l'aménagement quand même qui viennent de la région éloignée, puis des Oui, fois c'est ça. d'avoir le double service présentiel et Ben en oui. ligne en même temps, Ben oui. ça permet à des gens qui sont plus loin de suivre la formation sans devoir se déplacer sur Vraiment, façon là. aussi pour Ouais, nous accommoder. autres, dans Charlevoix, des fois, les retours à Saint-Hyacinthe peut être plus compliqué, mais de savoir Oui. qu'on peut aller se connecter sur Teams, puis de Oui. quand même de connecter avec d'autres personnes qui vont être présentes Oui. sur les réseaux. Ouais, mais par le chat, des fois, le chat, C'est Ben, ça. c'est ça, Teams fait en que c'est lui-même. intéressant. Fait que Ouais. même si c'est pas la même chose que Oui, parce que des fois, pendant les formations sur Teams, les gens, ils se chattent dans la chat Oui, de oui, la, c'est ça, on de peut la quand même, ouais, rencontre. échanger, là. C'est Oui, c'est oui. quand même drôle, là, Ouais. petite anecdote de vie. Moi, je fais en ce moment une formation, je fais un AEC dans le fond là, au cégep de Victo là, en agriculture. Puis là, des fois, les profs parlent ou il y a une conférence, il y a quelque chose qui se parle. Là, puis là, le chat là, se fait aller. Puis c'est juste, on dirait que t'as quasiment comme une autre. Il y a 2 classes dans Ouais, le même. c'est deux classes dans le même là, qui sont en train de se passer. OK. Fait que tu sais, il y a quand même des moyens de lier tout ça, mais effectivement, je pense que c'est difficile de remplacer le fait d'être en personne puis d'être Ouais, la avec force d'une connexion. mais réelle, il y a quand même moyen, tu sais, c'est ça. Ouais. Ben, il y C'est a des intéressant fois, ça, d'hybrider. le mix est bon. là. C'est ça, La c'est ça. pandémie a dérouillé les plus vieux à se débrouiller, à aller Oui. sur Zoom, à aller sur Oui, Teams. ouais. Ouais. Fait que ça nous a obligés un peu à développer un outil de plus pour communiquer avec les autres. Fait que les formations, c'est ça, quand tu sont en hybride, là, on en fait. Ouais. Puis les gens sont là, autant des grisonnants comme moi. Mais les jeunes ont avantage d'être avec Mérignon que les gars de 60. Parce que Ben oui, Oui, c'est ça, c'est pour ça, te oui. rencontrer. Oui. C'est là que ça se Oui, passe. ben, là, hein. oui, Ils vont vouloir avoir leur absolument, temps. absolument, oui, oui. Il faut trouver des contacts Ouais. d'affaires. Ouais. Oui, c'est ça, ben, clairement, ben oui, c'est sûr. La richesse de pouvoir s'appuyer sur ça, sur les connaissances, l'expérience Oui. du monde qui en ont plus long derrière la cravate. Là. Ouais. Hey, Ouais, on- ça aussi. le temps file, on approche. En fait, on est déjà à la fin de ce bel épisode-là. Merci énormément d'avoir été avec nous. Moi, j'aimerais ça peut-être juste avant qu'on se quitte, peut-être un peu, c'est quoi votre souhait? Tu sais, ça peut être autant pour le TAQ, pour le monde agricole, un souhait personnel. Juste laisser terminer ça sur une petite note un peu qui porte vers l'avenir. Ah, puis là, tu me regardes, ça veut dire que tu commences par moi? Ouais, exact. Commence Ça, par le c'est plus ton vieux, honneur. Ben, par le plus sage. moi, je vais te donner le feeling de l'agriculteur. Là, on va devoir être encore, avec tout ce qui s'en vient au niveau météo, plus compétent puis plus flexible. Surtout la flexibilité. Comme agriculteur, observation, Ouais. comprendre ce qui se passe alentour, parce que cet environnement-là autour de nous va être plus imprévisible. Changeant. Ce qui veut dire que dans le futur, j'ai confiance à l'avenir avec la technologie qui va nous suivre, puis les compétences des formations qu'on a, les niveaux de compétences qu'on est capable d'avoir. C'est pas parce qu'on n'a pas les outils ni les formations non disponibles, ils sont là. Mais comme agriculteur, il va falloir... moi, je vais continuer, mais je vais être sur la fin de ma carrière, mais dans les jeunes agriculteurs qui sont dans le milieu de beat, même les plus jeunes, mais eux, des fois, je me dis... Ça va être capoté ce qu'ils vont être capables de réaliser. Avec ce que je vois de moi où j'ai commencé, où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui, Ouais. avec la connaissance là, plus biologique, ce qu'ils vont être capables de faire d'ici même 10, 20 ans, là, ça va évoluer la vitesse grand c'est V. ça. C'est ça qui me rend vraiment L'effet optimiste. exponentiel, boule de neige, là, tu sais, Ouais, des ouais, connaissances qui ouais, sont- puis avec les jeunes aussi qui vont arriver de plus en plus dans le milieu, Ouais. qui déjà là à la base, la statistique au niveau formation, ils vont en avoir plus qui vont déjà être formés avant d'arriver en agriculture, parce qu'en agriculture, on n'a pas tout passé par les écoles de formation au départ. Fait qu'il y a un roulement qui s'en vient. Je pense qu'il va y avoir énormément d'amélioration. Ça va être trippant être dans le milieu autour du milieu agricole. Wow. c'est Justement, le toi, tu vois-tu des fois un peu formateur, on voit tes compétences de vulgarisateur, communicateur. Et Mais ton tout, blog, ça. d'ailleurs, tu voudrais-tu Ouais, le c'est nommer, ça, qu'on puisse ton- puisse aller checker, que le Oui. monde soit au Ah, courant? ben ouais, oui, je tiens un blog. Oui, ben je peux, si vous m'offrez l'espace, oui, un blog sur le bulletin des agriculteurs, là, Ah ouais. un blog hebdomadaire. Ouais. Je suis rendu à matin, là, il est écrit, il n'est pas fini, il va le finir tantôt, c'est toujours le mardi. je Avec l'écris. les idées qu'on a récoltées ici. Je suis rendu à mon 530e texte Wow! là, Incroyable. depuis que j'ai commencé. Félicitations. Mais j'ai justement discuté de ça avec Alessandro avant. Ça fait partie Il de prépare mes... sa retraite. Ça fait partie de mes ambitions de semi... J'arrêterai jamais d'être agriculteur. Là. On va juste travailler un petit peu moins grand, mais
le côté vulgarisation, rencontrer des jeunes, Mentorat. quand les TAQ viennent me rencontrer ou que je peux même aller, je vais même donner des Q aux futurs agronomes à l'Université Laval Wow. depuis déjà 4 ans. C'est le fun Nice. parce que je rencontre des futurs agronomes, puis là, je leur explique un peu notre cheminement à nous. Mais ça, c'est mon volet partage d'expérience d'après-carrière que je vise, que je veux vraiment... Le côté formation, mais aussi le côté vulgarisation puis fierté de la profession, parce que je pense que le milieu agricole, Ouais. il y a du monde brillant. Il y a pas juste... tu sais, moi, là, je suis juste quelqu'un qui a plus de paroles que les autres. Je suis là, mais il y a du monde brillant dans le système. Là, puis on a, montrer des on a de la exemples relève. positifs. Ouais, on a tu sais, de super belles choses. Des fois, quand on entend parler, tu sais, on voit plus le côté sombre des agriculteurs, le difficile, la solitude, mais tu sais, quand on te regarde, on voit quelqu'un Non. plein d'énergie, plein de curiosité, Quelqu'un qui les yeux observe un allumés, peu, là, tu sais, on dit les agriculteurs, on veut observer un peu plus, mais le citoyen normal qui observe un peu plus quand il se promène un peu plus. Tu sais, l'agriculture, c'est pas juste la 20 entre Montréal et Québec. Là. Oui, c'est Tu sais, ça. tu peux débarquer une fois de temps en temps dans quelques petits villages, mais puis là, tu t'intègres dans le circuit, puis tu te promènes, là, puis tu vas voir que c'est vrai qu'il y a beaucoup de diversité puis de potentiel, c'est énorme. là. Fait qu'on va être capable de vous nourrir notre monde encore pour un Yes, bout. sir. Merci pour ce beau message d'espoir. Toi, Alessandro? Ouais, moi, je voulais dire que la chose que je constate, ça fait à peu près 25 ans que je travaille en agriculture. Je trouve que l'agriculture évolue beaucoup. Je trouve qu'il y a beaucoup, à la quantité de personnes qu'on forme, quand on regarde que sur peut-être 2-3 ans, on a formé à peu près un couple de 1000 de personnes, ben, ça veut dire qu'il y a de l'intérêt pour tout ce qui s'en vient, pour l'évolution. Puis ça, je trouve que c'est extrêmement positif. Puis je trouve que de plus en plus, tout le monde, que ce soit fait ou bien fait ou pas bien fait, tout le monde considère de plus en plus la santé des sols, la biodiversité. Ouais. Même dans le programme d'agronomie dans le futur, tout ça, parce que les sols, on commence à le découvrir. Hein. Ça fait peut-être 4-5 ans, mais dans le futur, il va y avoir énormément d'évolution. Puis une chose que je tiens à souligner, c'est quelque chose que j'ai appris il y a 7-8 ans. Je ne veux pas dire que lui qui fait l'agriculteur, c'est le métier le plus difficile du monde, mais un agriculteur aujourd'hui doit être agronome, biologiste, météorologue, comptable, Chimiste, parce qu'il même, des fois, comprendre, chimiste, mécanicien. Ouais. Alors, il faudrait Électricien, peut-être des fois indulgent envers cette profession, puis aussi, comme il disait Paul, ben, mettre en évidence cette profession-là, parce que c'est pas juste une question de produire de la nourriture. C'est que pour produire de la nourriture, ça prend énormément de connaissances, de compétences, ça prend des journées de 20 heures de travail, puis ça prend des années de travail qui peut-être super intense aussi. Puis je pense que la volonté de tout le monde, en tout cas de la plupart du monde, est là. Puis avec tout ce qui s'en vient au niveau des connaissances, mais avec les connaissances qu'on a déjà, ben, je ne peux pas dire que tout sera sûrement fantastique, mais le message pour l'agriculture, c'est ça. Il y a de l'évolution, il y a les gens ici sont super intéressés. Je pense que un gros move qu'on devrait faire, je ne sais pas comment, j'ai des idées, mais on n'en parlera peut-être pas aujourd'hui, c'est conscientiser plus les gens, parce que moi, j'ai écouté un reportage à la semaine dernière, il y a 4-5 ans, puis j'ai trouvé que, je ne me souviens plus l'agronome qui avait dit ça, mais il avait dit, quand on va à l'épicerie, c'est comme aller à voter. On fait des choix, puis à chacun de nous de faire ses choix, mais nos choix, ils peuvent avoir des influences très importantes, pas juste pour l'agriculture, mais aussi pour la politique, etc., etc. Nos choix d'aliments sont comme aller à voter. Oui, absolument. Alors, Varidel, c'est quelque chose qu'elle a souvent répété aussi. Là, Oui. Ce que tu mets dans ton assiette, ben, c'est ce que tu vas aller encourager. C'est ça, c'est ça. Oui. Ben merci pour ces beaux Vite fait, messages. en fait, C'est peux-tu un nous honneur. répéter sur la référence de ton livre? Là, Oui, que tu nous as apporté? absolument. Puis si vous voulez, je vous lis juste Un petit passage pour le mot de la fin. que seul le plus fort survit, cela ne va-t-il pas dans le sens de l'évolution? Je crains que les arbres ne soient pas de cet avis. Leur bien-être dépend de la communauté. Si les plus faibles disparaissent, tous y perdent. Wow. Si vous voulez apprendre quelque chose sur l'écologie, ça c'est un livre vraiment fantastique. Il parle d'arbres, mais le reste de la nature fonctionne pareil.
Wow. C'est incroyable. Puis c'est ça se transpose bien. Fait que La vie secrète des arbres. La vie secrète des arbres, oui, c'est écrit par un monsieur en allemand. Je pense que c'est un agent de la forêt en allemand. En agroforesterie. Oui. Puis c'est lui qui a écrit ce livre-là. Moi, je l'ai découvert il y a 2 ans en anglais, mais là, je suis en train de le lire en français, que c'est plus facile pour moi. Alors, si vous avez le goût de lire, c'est ce livre-là. Yes. Nice. Merci pour la référence. De rien. Merci encore d'avoir été ici. Merci à vous. Merci d'avoir invité. Merci. All right. À la prochaine. Salut.